Bien le bonjour à tous, vous êtes sur Historia Bonhomme. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette nouvelle chaîne et ses objectifs, ainsi que les tenants du nouveau format que vous êtes en train d'écouter, puis nous pourrons passer au cœur de l'épisode. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est de faire de la vulgarisation historique et de l'apprentissage en tout ce qui concerne l'histoire, et aussi potentiellement dans un futur proche de vous introduire à la méthode historique, mais il s'agit aussi de faire des fictions uchroniques. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Uchronie, l'Uchronie ce sont des récits où l'on imagine comment l'histoire se serait déroulée si un événement aurait été changé. L'objectif c'est en quelque sorte de déterminer quel serait l'état du monde actuel dans cet univers parallèle. En ce qui concerne la diffusion de nos vidéos, il y aura principalement deux formats, à savoir le format qui va suivre après cette introduction, qui est celui d'Uchronie, et après chaque vidéo de ce format-ci, il y en aura une deuxième qui reviendra sur les aspects historiques des thèmes qui ont été abordés durant l'Uchronie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'introduction, et sur ce, place à la fiction. Notre histoire commence en 52 avant notre ère, alors que le chef arvergne Vercingétorix est assiégé par l'armée romaine dans la forteresse d'Alésia. Celui-ci attend des renforts de la vaste coalition de peuples gaulois qu'il a réunis afin de vaincre l'occupant romain. L'armée romaine, menée par le proconsul Jules César, est épuisée après des mois à avoir lutté âprement et à avoir subi la stratégie de la terre brûlée mise en place par Vercingétorix afin de vaincre ses adversaires. César voit en cette bataille le dernier espoir de réduire à néant cette révolte qui met en danger l'influence romaine dans le territoire qu'il a lui-même conquis quelques années auparavant. Il espère de tout cœur qu'il va l'emporter. Bientôt, plus de 80 000 hommes de l'armée gauloise de renfort se massent autour des palissades érigées par les Romains afin d'encercler la forteresse d'Alésia. Lorsque les nouveaux arrivants se décident enfin à attaquer, l'histoire bascule. En effet, dans la réalité, la tentative de briser le siège romain de l'armée de secours gauloise fut un échec cuisant. Mais ici, il n'en est rien. L'avant-garde de cette armée parvient à détruire les palissades romaines et à faire une jonction avec l'armée de Vercingétorix. À partir de ce moment-là, la bataille d'Alésia est clairement en défaveur des Romains, qui sont en infériorité numérique et ne disposent plus de l'avantage des positions stratégiques. Après une nuit acharnée de combat et environ 2000 morts du côté romain, l'armée romaine est obligée de battre en retraite. La défaite est humiliante pour Jules César. En effet, celui-ci voit s'échapper toute chance de capturer Vercingétorix, et face à cette défaite, les derniers peuples alliés aux Romains décident de les quitter et de rejoindre la coalition gauloise. L'armée romaine, diminuée, sans aucun prestige et sans alliés, décide donc qu'il est temps de partir, et c'est dans une débâcle immense que la Gaule est vidée de tous les occupants romains. Après plusieurs années de domination romaine, les tribus libres du nord de la Gaule voient enfin l'envahisseur partir. Vercingétorix est acclamé par les foules, mais César rentre à Rome humilié, dégoûté et sans plus aucun prestige. Dans la réalité, cette guerre a permis à César d'amasser énormément de richesses et d'influence, ce qui a pesé lourd dans sa lutte contre Pompée, son ancien allié. Sauf qu'ici, il n'en est rien, puisque César est complètement désavoué par l'aristocratie romaine et est obligé de chercher un autre moyen de rehausser son prestige. Il ne peut donc pas renverser la République romaine. Et c'est donc Pompée qui récupère les rênes de la République romaine. Mais César n'a pas dit son dernier mot. En effet, un an avant la bataille d'Alésia, en 53 avant notre ère, le triumvir Crassus, allié de Pompée et de César, et potentiellement un des hommes les plus riches et influents de Rome, s'est fait tuer dans sa tentative de s'accaparer le territoire des Parthes, peuple nomade vivant à l'est de l'Anatolie. Le général Marc-Antoine, fidèle de César et qui a lui-même longuement combattu les Parthes, finit par décider de celui-ci d'utiliser ses dernières ressources afin de partir combattre ce peuple qui menace les frontières de Rome. Ainsi, en 50 avant notre ère, César part avec une armée de plusieurs milliers d'hommes pour une expédition qui durera plusieurs années. Pendant ce temps en Gaule, la gloire récoltée par Vercingétorix lui a permis de rassembler toutes les tribus gauloises dans une assemblée gauloise. L'assemblée gauloise, c'était un projet monté par Jules César, mais qui ici a été récupéré par Vercingétorix afin d'accroître la puissance du peuple arvergne. Ainsi, il s'assure qu'une ligue gauloise soit créée. Cette ligue est ici pour faire face aux menaces romaines et germaines. En 51 avant notre ère, nous avons donc un ensemble de tribus gauloises qui, bien qu'elles ne sont pas unifiées politiquement,
sont toutes unies derrière la figure de Vercingétorix afin de faire face aux agressions extérieures. C'est un bouleversement majeur dans la géopolitique de cette région-là, et il est clair que Rome n'osera plus pendant un certain temps s'aventurer vers le nord. Ainsi, il n'y a pas de conquête de la Bretagne, ni des territoires au-delà de la Belgique, et Rome reste dans le sud de l'Europe. Cependant, cela ne signifie pas que Rome perd toute sa puissance. En effet, César revient auréolé de gloire après plusieurs années de campagne contre les Parthes. Bien que cela ne lui rende pas sa gloire d'antan et ne lui permet jamais de prendre le pouvoir sur Rome, il s'agit d'un avantage non négligeable pour lui. Il dispose en effet d'un vaste proconsulat complètement subordonné à lui à l'est. La victoire de César s'explique par une bonne utilisation des techniques de fortification et de siège qui lui ont permis de remporter plein de victoires décisives. César finit par mourir en moins 35 de la dysenterie, une maladie pas très sympathique qu'on chopait souvent à l'époque, et qui se solde par une déshydratation suite à de nombreuses diarrhées. Au moment de sa mort, il partage sa richesse et ses territoires entre deux principaux héritiers. Le premier d'entre eux est ce neveu qu'il a adopté à sa mort, Octave, qui dans la réalité aurait dû devenir l'empereur de Rome, mais qui ici ne dispose pas de cela car César n'a jamais eu l'occasion de renverser la République. L'autre grand héritier est son général, Marc-Antoine, qui a réussi à se rapprocher de lui durant les dernières années de sa vie jusqu'à devenir sa main droite. Bien que ce soit l'héritier informel de César, celui-ci dispose du prestige des victoires contre les Parthes et de la fidélité de l'armée qu'il a menée lui-même. De plus, il dispose d'un vaste réseau d'influence dans l'est de l'Empire romain. À Rome, c'est toujours Pompée qui a la main. Après avoir été plusieurs années dictateur, il a réussi à s'arroger le poste de consul durant plusieurs années et à s'y maintenir. Mais la République romaine est grandement instable, et le règne des Pompéens menace à tout moment de s'effondrer. Les vastes armées de César vont se séparer entre les deux héritiers, Marc-Antoine et Octave, qui vont donc tous deux disposer d'une force armée sans précédent qui va leur permettre d'assurer leur domination sur les nouveaux territoires qu'ils revendiquent. Ceux-ci vont en effet profiter de l'instabilité chronique qui règne à Rome afin de devenir les dirigeants de vastes territoires. Marc-Antoine, grand hellénophile qui adore la Grèce, finit par s'installer à Athènes. De là, il va réussir à gagner en influence sur les terres qui se situent en Anatolie et dans le Moyen-Orient, et va finir par s'allier à l'Égypte de Ptolémée XIII. Comme César dans la réalité, il va renverser le pharaon pour mettre à sa place sa sœur Cléopâtre VII, avec laquelle il va conclure une alliance par fiançailles. Ainsi, il s'impose comme maître sur l'est de l'Empire romain. Octave profite quant à lui de l'immense richesse laissée par César et des troupes très fidèles qui sont restées pour lui, afin de pacifier l'Extrême-Orient et de lancer des expéditions d'agrandissement de son territoire. Mais il ne peut pas réellement s'étendre car la zone sur laquelle il règne est largement peuplée de populations qui sont peu romanisées et menacent de se révolter à n'importe quel moment. Très vite, des tensions apparaissent entre les deux héritiers de César, notamment autour de la question de la cité antique de Babylone, dont Octave, pour rehausser son prestige et sa légitimité, veut faire sa capitale. Finalement, une guerre éclate, et les troupes d'Octave arrivent à prendre Babylone et une petite partie du Moyen-Orient. Mais elles ne parviennent pas à s'imposer définitivement face à Marc-Antoine. La guerre est donc bien partie pour durer, d'autant plus que Rome, voyant son autorité bafouée sur les parties orientales de son empire, décide de réagir. Faute de victoire décisive, aucune des trois parties de l'Empire ne parvient à s'imposer, et une paix doit être bientôt conclue entre les trois belligérants. Pompée meurt en moins 30, laissant derrière lui une Rome plus divisée que jamais, séparée entre les partisans du général Lépide et ceux des héritiers de Pompée. Cependant, la guerre entre Marc-Antoine et Octave continuera jusqu'en moins 25, date à laquelle Marc-Antoine, dont les priorités sont désormais de stabiliser sa contrée pour faire face à la rivalité entre Égyptiens et Grecs, décide de se retirer des combats. Finalement, Octave est le seul à réellement tirer son épingle du jeu. En effet, pendant que ses adversaires tombaient dans l'instabilité et se faisaient la guerre, il a réussi à fidéliser ses troupes et à faire en sorte que son règne soit beaucoup plus stable dans les contrées qu'il dirige. Et ainsi, il a pu, petit à petit, commencer à s'étendre vers l'Est et à lancer une grande campagne dirigée par le général Agrippa qui aura des résultats exceptionnels. En moins 14, Agrippa aura tellement été victorieux qu'il atteindra les vallées de l'Indus et fixera les frontières définitives de Rome à l'est à ce fleuve-ci.
Ainsi, si Rome n'a pas pu s'étendre au nord, en Gaule, en Bretagne, en Germanie, elle a tout de même pu s'étendre bien plus à l'est que dans la réalité, sur des territoires qui aujourd'hui correspondraient à l'Iran ou au Pakistan, ce qui représente un gain de population non négligeable. Marc-Antoine finit par mourir en mois 16 et laisse le pouvoir à son fils aîné, Alexandre Hélios. Cette passation de pouvoir va très vite créer de nombreux problèmes dans ces territoires-ci. En effet, les Égyptiens n'acceptent pas d'être gouvernés par une personne issue d'une lignée qui n'est pas de la noblesse égyptienne, et dont la seule goutte de sang égyptien provient de Cléopâtre, reine qui a détrôné le pharaon Ptolémée XIII et vendu l'Égypte aux Romains. Les Grecs, eux, ont du mal à accepter l'influence des Égyptiens et de Rome sur leur territoire et souhaiteraient gagner de nouveau de l'autonomie. Et tout cela n'est guère amélioré par le jeune âge d'Alexandre Hélios, dont l'autorité est sans cesse remise en question. La mort d'Octave, qui elle advient plusieurs dizaines d'années plus tard, en 14 de notre ère, amorce une transition bien plus douce. Après tous les épisodes de pacification, les populations vivantes sous le domaine d'Octave sont désormais bien enclines à suivre l'exemple de Rome et ne remettent jamais en question l'autorité de leur chef. Comme dans la réalité, l'héritier d'Octave sera Tibère, qui sera adopté par celui-ci à sa mort. Tibère va réussir à s'imposer en profitant de tous les problèmes rencontrés par ses rivaux. Rome est sombrée dans une guerre civile entre les partisans de Lépide et les Pompéens. Et pour l'Est, ce n'est guère mieux, car l'autorité d'Alexandre Hélios est plus contestée que jamais. En 15 de notre ère, Tibère lance une grande offensive contre le domaine d'Alexandre Hélios. Celui-ci finit par être vaincu par Tibère à la bataille d'Alexandrie en 16. Cette victoire permet à l'empereur d'Extrême-Orient de devenir le princeps des nouveaux territoires qu'il vient d'acquérir. Après cela, il décide de partir en campagne contre la République romaine qui a entre-temps résolu son problème de guerre civile. Ainsi commence un conflit qui durera 3 ans et fera des milliers de morts des deux côtés. Ce conflit se terminera en moins 19 lors d'un débarquement en Sicile de l'armée de Tibère qui se soldera par la destruction quasi totale de l'armée du Sénat. Tibère rentre ainsi triomphalement dans Rome et force les sénateurs à lui donner le titre de princeps, devenant de fait le premier empereur de l'Empire romain réunifié. La République est définitivement renversée et Rome est unifiée. Cependant, cette réunification et l'expansion à l'Est ne signifient pas que l'Empire romain va se porter mieux. En effet, toutes ces années de guerre et de séparation en 3 entités ont marqué de profondes différences politiques et culturelles entre 3 zones de l'Empire. Dans la réalité, l'Empire était déjà divisé en 2 parties. Il y avait la partie occidentale, qui était plutôt de culture romaine, et la partie orientale, qui était plutôt de culture grecque. Ici vient s'ajouter une 3e partie, la partie extrême-orientale, qui elle est plutôt peuplée de Perses. L'Empire romain, comme dans la réalité, atteindra très vite son apogée territorial, il ne s'étendra plus et commencera lentement mais sûrement à décliner. Mais contrairement à la réalité, ce déclin est accéléré. En effet, les différences culturelles ont été exacerbées et très vite, l'Empire romain se retrouve dans une impasse. De plus, tous les territoires du nord de la Gaule, qui sont riches et fertiles, n'ont ici pas pu être accaparés, car la Ligue gauloise représente encore un danger trop menaçant pour Rome. Dans notre réalité, l'année 268 a été marquée par une forte crise qui fait suite à la mort de l'empereur Galien et au début des grandes migrations des barbares vers l'intérieur du territoire romain. Dans cet univers alternatif, la mort de l'empereur Galien se solde par une crise encore plus grave qui achève de détruire l'Empire romain et son unité. Afin de faire face à la destruction de leur empire, les élites romaines mettent en place une exarchie. Le principe de l'exarchie est le même que celui de la tétrarchie, qui avait été mis en place dans la réalité pour séparer en quelque sorte l'empire occidental et l'empire oriental. Mais ici, comme il y a une 3e partie, la partie extrême orientale, il y a donc une exarchie et non pas une tétrarchie. Alors que les grandes migrations débutent, l'empire est plus divisé que jamais. L'administration en exarchie finira par s'effondrer totalement 10 ans après, laissant place à 3 entités indépendantes, à savoir l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Extrême-Orient. Ces 3 entités subsisteront tant bien que mal pendant un siècle, mais à l'aube du 5e siècle, au moment où les grandes migrations s'intensifient suite à l'arrivée des Huns, le destin de l'Empire est scellé. En conclusion de ce scénario, on peut remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, la Gaule qui n'a jamais été conquise n'est donc pas romanisée. Il est donc probable qu'elle soit moins développée que dans la réalité.
Mais cependant, elle est bien plus unifiée politiquement grâce à la Ligue gauloise. La Grande-Bretagne n'étant jamais conquise par les Romains, la culture celtique demeure très forte sur ce territoire et notamment en Angleterre, contrairement à la réalité. La conséquence principale de ce scénario, c'est évidemment la romanisation de l'Est. Ainsi, on pourrait imaginer qu'on se retrouverait aujourd'hui avec des arènes romaines au milieu de l'Iran et du Pakistan, ce qui serait assez cocasse. Une autre conséquence qui peut être notée, c'est le développement de villes qui ne sont pas les mêmes que dans la réalité. Ainsi, si on admet que l'Empire serait divisé vers 278-279, on remarque que l'empereur Constantin, qui a régné quelques dizaines d'années plus tard, n'aurait jamais pu fonder la ville de Constantinople. Il serait ainsi possible qu'Istanbul ne soit actuellement qu'un village de pêcheurs sur les côtes du Bosphore. On peut aussi noter que si Octave aurait voulu faire de Babylone sa capitale de l'Est en quelque sorte, il est probable qu'aujourd'hui encore ce soit une grande métropole. De même, les villes gauloises, même si elles auraient été bien plus unies politiquement, seraient bien moins développées, car dans la réalité, ce qui a permis l'essor de nombreuses villes, ce sont les implantations de garnisons romaines afin d'occuper le territoire. La ville de Londres n'existerait tout simplement pas. Et ce n'est qu'une estimation, parce que les Romains ont eu une influence majeure sur l'urbanisation du monde occidental, et leur absence pourrait marquer la non-existence de nombreuses villes. En plus de la question de l'urbanisme, il y a une autre question qui est celle de la religion, parce que comme vous avez pu le remarquer, les cartes du Moyen-Orient mettent l'Arabie et la Palestine sous domination romaine, ce qui est très important. Dans la réalité, le christianisme a pu grandement se développer grâce à l'Empire romain, et notamment à des empereurs comme Constantin, qui dans cette réalité alternative ne règne jamais sur l'intégralité de l'Empire. Cependant, on peut estimer que le christianisme aurait continué à se développer, et notamment ici à l'Est. L'islam, elle, n'aurait peut-être pas pu autant se développer que dans la réalité, l'Arabie étant aux mains des Romains. Il est donc peu probable que l'islam devienne la religion majoritaire, notamment en Iran et au Pakistan. L'Église chrétienne serait donc bien plus influente et se serait divisée en plusieurs schismes comme dans la réalité. On peut imaginer une certaine Église orthodoxe dans l'Est de l'Europe et une autre Église encore qui se serait développée encore plus à l'Est, qui serait plutôt sur les territoires perses. On voit ainsi bien l'influence qu'a eu l'Empire romain sur nos civilisations actuelles et sur le monde tel qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un épisode d'histoire sur la guerre des Gaules. A bientôt et passez une bonne journée.